Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils ont alors décidé de devenir des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur histoire incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui démocratise le recrutement par recommandation, pour vous permettre de recruter de nouveaux talents de manière rapide et ultra compétitive. Contactez-moi sur LinkedIn pour déposer votre première offre sur Bounty Chasseur. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Laborie, il est CEO de Créaverse. Comment tu vas, Mathieu ? Ça va très bien. Merci Romain pour l'invitation. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, écoute, en pleine forme. Alors, je te propose qu'on commence sans attendre. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Bien sûr. Alors écoute, avant d'arriver dans le Web3, j'étais un gros gamer. Donc ça, c'est quand même un petit truc à souligner pour la suite du podcast. Sinon, d'un point de vue professionnel, j'ai monté une agence Shopify dans laquelle je faisais pas mal de marketing digital autour. Je donnais aussi des cours dans des écoles du supérieur. Et aujourd'hui, du coup, je suis CEO de Créaverse, un studio de développement de jeux vidéo, et on utilise la blockchain pour sortir notre premier jeu qui s'appelle Soil Kingdoms. Alors, est-ce que tu peux nous décrire comment tu es rentré dans ce domaine-là ? Voilà, c'était quoi ton point de bascule dans le Web3, la blockchain ? Qu'est-ce qui fait que tu as à un moment donné rencontré cet univers ? Cet univers, je l'ai découvert notamment par des communautés, on va dire des communautés Discord. C'est là qu'en fait ça a commencé à m'éveiller. Je voyais ce sujet, notamment autour des NFT, qui commençait à vraiment prendre de l'ampleur. Et je m'y suis intéressé. Et finalement, j'ai trouvé que le parallèle entre la propriété numérique et le gaming, ça a sonné comme une évidence pour moi. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que l'apport fonctionnel que la blockchain offrait par rapport à la relation client que sont les gamers, ça pouvait être une opportunité très intéressante de divers points. Et donc je me suis dit voilà, il faut que j'aille voir de plus près. Ça m'a vraiment motivé quand j'ai vu ça. Alors concrètement, entre découvrir cet univers, se renseigner, en discuter avec des amis, voire faire des premiers investissements, comment concrètement, tu vois, on en vient à créer une structure. Alors en l'occurrence pour toi, c'est un studio de jeux vidéo, on va dire relié à la blockchain. Voilà, qu'est-ce qui fait que concrètement, on arrive et on crée une structure. Comment tu t'y es pris ? Ça a été quoi les étapes ? Avant de les détailler, je préciserai que je ferai aucun conseil en investissement. Ce serait très malvenu de ma part. Mais j'ai commencé par acheter un land sur The Sandbox. Et alors, j'ai vu toute cette hype autour de The Sandbox et la promesse que The Sandbox offrait. Et là, je me suis dit, OK, alors avant toute chose, il faut que je sois impliqué. Donc, j'ai acheté un land sur The Sandbox. Ensuite, j'ai commencé à m'informer, on va dire, de manière un peu plus poussée et plus professionnelle. Donc, il a fallu que je diversifie mes sources d'informations. Rentrer dans des Discord et rejoindre des communautés, c'était pas suffisant. Il fallait essayer d'aller un petit peu plus loin. Et après, de fil en aiguille, j'ai compris que pour pouvoir vraiment cerner ce que j'étais en train de faire avec ce terrain, il a fallu pratiquer en fin de compte. Donc, très vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a beaucoup discuté. Quand je dis on, c'est avec mes cofondateurs et avec les membres de l'équipe qu'on est aujourd'hui. Et on s'est dit que sur ce terrain, on allait créer un jeu. Et c'est de là que tout est parti. Et on s'est rendu compte, je te dirais pas à mi-chemin, mais presque, que Sandbox proposait un programme d'accompagnement qui s'appelle le Game Maker Fund. Et là, on a vu ce que ça pouvait nous offrir. Et on s'est dit, OK, il faut postuler. Et d'ailleurs, j'en profite dans ce podcast pour dire que on n'est pas beaucoup de Français finalement à être dans le Game Maker Fund. Donc, s'il y a des francophones qui nous écoutent, n'hésitez pas si Sandbox vous intéresse. Et donc voilà pour la chute, voilà comment on est passé de l'intention à l'action. Donc ça a été de choisir très vite ce qu'on voulait faire avec ce terrain et après de voir dans quelle mesure on pouvait au maximum professionnaliser cette activité.
Tu parlais justement du Game Maker Fund de Sandbox. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le process, comment ça se passe? Je pense que c'est intéressant qu'on comprenne un peu mieux. J'imagine que il y a un processus de sélection qui est peut-être assez rigoureux, et puis après il y a de l'accompagnement aussi derrière. Exactement. En fait, il faut candidater. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà un petit peu connaître quand même Sandbox, avoir fait quelques créations, être un peu familier avec l'outil. Et à ce stade, après, quand on a une idée de concept, qu'on a envie de sortir quelque chose, il faut envoyer une candidature à Sandbox. Et la promesse, c'est d'être accompagné en effet sur le côté création pour fournir des créations de haute qualité sur cette métaverse, et à la fois aussi un budget crypto qui peut également aider à amorcer pas mal de choses. Tu nous parlais tout à l'heure alors du dernier jeu sur lequel vous travaillez qui s'appelle Soiled Kingdoms. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau jeu? Avec grand plaisir. Alors, Soul Kingdoms, c'est un jeu médiéval fantastique, et on insiste vraiment sur, on insiste. En tout cas, ça a été une vraie prise de position pour nous de dire qu'on allait vraiment développer un lore assez puissant et engageant, on va dire, notamment sur le côté narratif et tout ce qui peut graviter autour. Et finalement, Soul Kingdom, c'est l'histoire de royaumes qui ont toujours connu la guerre avec son lot de destruction et de chaos. Dans Soul Kingdoms, on a plusieurs factions, et ces factions se sont combattues sans relâche et sans qu'un vainqueur ne se dégage vraiment. Ils pillaient les ressources naturelles, détournaient les rivières, éventraient les montagnes, rasaient les forêts. Mais en fin de compte, ça suffisait jamais, et petit à petit, pardon, ils durcissaient leur cœur et bannissaient toute émotion, toute compassion et même toute tendresse. Donc on arrive sur des peuples qui sont, comme vous l'aurez compris, très durs entre eux. Et finalement, dans notre histoire, chaque peuple est obsédé par la domination, et finalement, le prix à payer pour cette domination est quand même assez astronomique. Et c'est ce qui leur a été rappelé durant une grande bataille qui est phare dans notre histoire, c'est la bataille de Karouya. Et en représailles, finalement, leur terre a subi ce qu'ils ont appelé la souillure. Et là, une souillure donc s'est dégagée sur les royaumes, et leurs destins ont pris un tournant réellement tragique. Et c'est là que commence réellement l'histoire de Soul Kingdoms, et comment, enfin, c'est là le point de départ de la matérialisation finalement de toute cette histoire sur The Sandbox. Donc voilà pour le côté plutôt narratif. Après, si on rentre un petit peu plus dans le côté pratique, on gamifie beaucoup tout ce qu'on fait autour de cet univers. Je pense tout de suite, en effet, aux expériences de The Sandbox qui sont clés dans ce qu'on fait, mais pas seulement. On gamifie beaucoup aussi sur Discord et sur tous les réseaux sociaux, en fait, en règle générale, mais également en allant un petit peu plus loin sur le côté technique et en créant finalement un panel Web3 qui permet également de gamifier pas mal de choses qui ont pas directement rapport avec Sandbox, bien que la chute, après, la finalité, c'est d'aller jouer à l'expérience de jeu sur The Sandbox. Alors on sent que vous avez beaucoup réfléchi à l'univers, et en tout cas ça a l'air vachement chouette ce que vous préparez. Tu pourrais nous décrire un peu le gameplay et finalement ce que vous allez proposer en termes d'expérience à vos futurs utilisateurs, enfin les joueurs même. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, voilà, comment on va gagner des parties, ça va être quoi les objectifs de jeu, un petit peu. Bien sûr. Alors, en introduction, je te dirais tout d'abord qu'on relève un très gros challenge avant de rentrer dans le gameplay. C'est d'aider à l'adoption massive des nouvelles technologies, en l'occurrence, en allant chercher des gamers qui sont pas encore initiés au Web3. Parce que voilà, on se rend bien compte qu'on a un réel enjeu sur cette cible-là, et on pense que notre jeu peut vraiment leur plaire. Et le premier point aussi, c'est qu'on valorise et on récompense l'engagement communautaire, on va dire de façon sensée, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de rewards pour des communautés qui étaient simplement, je le mets entre guillemets, du drop de crypto. Mais nous, on a décidé de changer la donne et donc de reward en adoptant les codes des gamers pour vraiment faciliter cette adoption. Après, sur le côté gaming pur, l'expérience de jeu se distingue, en tout cas la première, en 3 lands. Donc on a un premier land qui est un quest game qui se joue en solo player. D'ailleurs, tous les lands se joueront en solo player. Le deuxième, c'est également un quest game, et le troisième est un donjon. Et ce qu'il faut déjà prévoir, c'est que ces 3 expériences de jeu finalement vont raconter une histoire. Donc si tu veux, ils sont successifs. Voilà, l'histoire à travers ça
se raconte petit à petit. Et on a travaillé des mécaniques de jeu qui n'ont encore été jamais vues sur The Sandbox, et avec un point particulier, c'est que chaque mécanique a une importance dans l'histoire de l'expérience de jeu à son échelle. On a aussi beaucoup travaillé sur l'accessibilité. Je pense tout de suite à la légèreté de l'expérience pour les PC les plus modestes, ou alors éventuellement des téléphones aussi, le jour où The Sandbox va proposer son métaverse sur les téléphones. Et on a aussi travaillé la barrière de la langue, parce que c'est vrai qu'on est sur un anglais international, et quand on est sur un jeu narratif, on prend en considération que tout le monde n'a peut-être pas on va dire, les compétences nécessaires pour comprendre en profondeur ce qu'on raconte dans le narratif. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également rajouté pas mal d'indicateurs visuels pour onboarder aussi et aller un petit peu plus loin sur le narratif. Et je te dirais que et j'insiste beaucoup sur ce point-là, c'est que c'est pas une expérience de jeu qui va être dédiée à des gamers qui aiment rusher. On est plus sur une cible, si tu veux, sur des joueurs qui aiment découvrir l'environnement, l'histoire, se poser des questions sur toute l'histoire, en fait, tout le lore de Soil Kingdoms. Et donc c'est en ce sens-là qu'on a cherché à développer un jeu sur The Sandbox. Écoute, ça a l'air très intéressant, en tout cas, ce type de jeu. En tout cas, moi, ça m'attire. Si on revient un petit peu sur ton rôle au quotidien, voilà, en tant que CEO de Créaverse, et puis aussi, bah voilà, j'imagine, tu es très impliqué en ce moment sur Soul Kingdoms. Tu pourrais nous parler un peu de ton quotidien, de tes missions, et puis même aussi peut-être nous parler un peu de tes cofondateurs, de l'équipe, voilà, comment vous répartissez les rôles. C'est intéressant, je pense, de comprendre qui vous êtes. Bien sûr. Alors, pour l'équipe, je vais commencer par l'équipe parce qu'elle a quand même le mérite de faire un super travail, même si pour l'instant personne ne peut le voir, mais je vous assure qu'ils font un super taf. Donc, en introduction, je te dirais que cette équipe, elle est très motivée, elle est passionnée et elle s'implique, ce qui rend, si tu veux, le quotidien assez agréable et engageant dans tout ce qu'on fait. On a une particularité, mais qui peut un peu sonner comme une évidence pour beaucoup, mais on est en full télétravail, donc c'était aussi un sacré enjeu de réussir à créer toute cette dynamique. Et je te dirais que cette dynamique, finalement, c'est une dynamique d'innovation, parce qu'au fond, on a tous cette envie et cet objectif de sortir Soil Kingdoms et de voir cette expérience naître. Mais aujourd'hui, on sait pas vraiment jusqu'où ça peut nous emmener, et ça ouvre un champ des possibles très large, et on trouve ça génial. Et après, sur l'organisation, on va avoir un pôle qui est essentiellement dédié à la création sandbox. Donc dans ce pôle-là, tu vas retrouver des personnes qui travaillent sur le narratif, des personnes qui travaillent sur la matérialisation de l'histoire, donc les personnages, les assets, et des personnes qui travaillent sur l'expérience de jeu en tant que telle pour créer, pour former le terrain, on va dire ça comme ça, et créer et inclure les mécaniques de jeu. Ensuite, on a un pôle, je vais l'appeler le pôle produit, dans lequel on va retrouver des développeurs et des markets. Et l'enjeu, en fait, de ces corps de métier, c'est justement de créer un panel Web3 qui va être annexe à The Sandbox, mais qui va rester autour du jeu. Si tu veux, la problématique à laquelle on a été confronté très rapidement, c'est qu'on peut pas suivre la progression dans The Sandbox. Donc, il a fallu trouver quelque chose d'assez intelligent pour pouvoir quand même créer cette dynamique-là. Et voilà l'obsession, si je peux dire ça comme ça, de ce deuxième pôle. Et on travaille main dans la main, en réalité, pour créer Soil Kingdoms. Et après, sur mon quotidien, alors je vais parler en tant que Français qui monte une boîte crypto en France. Mon quotidien, là, ces derniers mois, il a été assez costaud parce que c'est un réel enjeu. Oui, il y a toute une dynamique qui se met en place pour que la France devienne un gros écosystème Web3, crypto. Mais ceci dit, ça reste quand même un sacré enjeu, un sacré boulot. Et donc, mon quotidien, là, a été très chargé de ce côté-là pour savoir ce qu'on pouvait faire et pas faire, comment, pour rester dans les règles. Après, il y a aussi les échanges avec The Sandbox, puisque, étant donné qu'on a un studio qui fait partie du Game Maker Fund, on a régulièrement des rendez-vous avec The Sandbox pour travailler sur cette expérience de jeu. Ils prennent le temps pour nous driver,
nous donner leurs conseils pour améliorer au mieux notre expérience de jeu. Donc voilà, moi mon rôle c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça fonctionne comme il faut, de tout ce que je viens de te dire. Et c'est assez, ça prend du temps, c'est engageant, mais il y a une dimension de challenge que moi je trouve géniale. Du coup, je suis passionné par ça, je trouve ça incroyable. Du coup, est-ce que tu dirais que les avocats, les advisors sont tes meilleurs amis du moment? Oui, 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 oui. Et peut-être même demain encore, je les remercierai 2 fois plus pour toute la prévention, tout le travail qu'ils fournissent, parce que ouais, c'est, euh, c'est vrai, ouais. Ouais, enfin, on peut le dire, on peut le dire. Effectivement, alors ouais, on comprend bien hein, qu'on est dans un environnement législatif qui est en train d'évoluer, et donc il y a beaucoup de sujets à défricher encore. Mais peut-être si là, avec les quelques mois, enfin ou années d'expérience que tu as, qu'est-ce que tu conseillerais du coup peut-être, qu'est-ce que en termes d'apprentissage à quelqu'un qui veut aussi lancer un projet, pas forcément dans le gaming NFT, mais projet Web3, c'est quoi peut-être les deux trois apprentissages clés que tu voudrais partager pour éviter de refaire peut-être des petites erreurs ou des pertes de temps que tu as pu avoir sur ces derniers mois? Alors, je pense que la première chose, c'est si vous voulez créer quelque chose dans le Web3, ça va être très compliqué si vous n'êtes pas skin in the game. Ce que j'appelle skin in the game, c'est quand je vous disais tout à l'heure qu'avant toute chose, j'ai acheté un land. Eh ben, c'est ça que j'appelle les skin in the game parce qu'à partir du moment où tu es mouillé, le ressenti n'est absolument pas le même. Donc, quoi que vous puissiez entreprendre, moi, je dirais que c'est là le point de départ parce que ça change considérablement l'expérience que vous allez vivre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le second, je te dirais que il faut être continuellement dans l'action. Parce que voilà, regarder les autres faire, c'est bien pour trouver de l'idée, pour réfléchir. Mais il y a un moment, si on veut vraiment monter quelque chose, faut mettre les mains dedans et faut mettre les mains dedans pour se rendre compte de l'enjeu et de la difficulté, quoi. Euh, Après, il y a des questions communautaires aussi, c'est-à-dire que je recommande vachement de rejoindre des communautés Web3 existantes pour deux parties, c'est de se faire un réseau et de s'informer aussi, parce que on se rend pas compte parce que c'est assez souterrain comme canal, mais c'était très riche en informations et on rencontre des personnes très friendly. C'est quand même un écosystème qui, de loin, les portes ont l'air fermées, mais finalement, quand on met un pied dedans, on se rend compte que tout le monde est assez avenant. Donc moi, ce que j'encourage, c'est vraiment tout de suite rejoindre des communautés et ne pas rester seul dans son coin. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est d'y aller étape par étape. Je dirais que en fait, faut pas tout lâcher du jour au lendemain pour le Web3. Faut considérer et comprendre aussi que c'est une transition qui est impactante, certes, mais c'est une transition qui va prendre du temps. Donc, faut pas, il y a quand même une grosse dimension, une grosse part de risque. Donc, faut pas tout de suite all-in dans le Web3. Faut y aller progressivement et avancer avec aussi ce qu'on est capable de faire. Ce serait vraiment là mes 4-5 conseils les plus précieux que je pourrais donner. Merci beaucoup. Je pense que tes conseils sont top et aideront nos auditeurs. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, en tant qu'acteur du Web3 aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es heureux et motivé tous les jours de builder? Franchement, il y a la dimension, encore une fois, il y a deux choses. Il y a mon équipe, parce que quand je vois l'engagement, c'est vrai que j'essaie de le retranscrire au maximum, l'engagement de tout le monde, mais enfin ils sont vraiment à fond et du coup c'est vrai que ça motive et bah, moi le premier forcément. Et il y a aussi tous les acteurs globaux, je dirais. On voit réellement des gens qui s'y intéressent profondément et qui comprennent vraiment ce que ça peut apporter et ça motive et c'est vraiment ça qui me fait kiffer parce que au fond à notre échelle on est acteur aussi de cette révolution Web3 et c'est ça que je trouve génial parce que potentiellement dans une dizaine d'années on se dira eh ben au début on était là quoi et c'était pas comme ça et donc c'est ça aussi qui est très kiffant. Voilà, je pense que d'une certaine manière être précurseur et être rempli de conviction à ce stade-là, c'est génial et puis faire partie d'un groupe qui est également dans cette dynamique, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors là, quand on enregistre, on est mi-décembre, les grands jalons peut-être de votre projet Soil Kingdoms, si tu le souhaites, hein, si tu souhaites pas exposer un calendrier, parce que c'est toujours un petit peu risqué des fois d'exposer des calendriers, voilà, ça va être quoi les grandes étapes
de ce projet? Alors la première grande étape, ce sera, alors je peux pas donner de date précise, mais ce que je peux vous dire, c'est que mi-2023 au plus tard, on existera profondément et vous pourrez commencer à rejoindre l'aventure. Donc pas dans The Sandbox, euh, mais d'une autre manière, parce qu'on est, comme je vous ai dit plus tôt, on est en train de créer tout un panel Web3 très gamifié et un Discord. Donc l'enjeu pour nous, c'est, on va dire, dans les 6, 7 mois à venir, c'est de commencer à exister, de build notre communauté et de montrer au grand public tout ce qu'on a sous la cape, on va dire aujourd'hui. Et voilà, donc ça va être la première grande étape. La deuxième, ce sera en effet la sortie des expériences de jeu sur The Sandbox. Là aujourd'hui à date, j'ai pas vraiment de date à communiquer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un lien direct entre ce qui va se passer hors Sandbox avant la sortie des expériences de jeu et ce qui se passera au moment où les expériences de jeu vont pouvoir sortir. Et si on tire le fil un petit peu plus loin, une fois que ces expériences de jeu seront sorties, on ambitionne. Donc vraiment, on ambitionne, parce qu'on n'y est pas encore, mais de créer un espace de rencontre sociale dans The Sandbox, qui sera à la fois un espace de rencontre sociale, mais également toujours avec un axe gamifié. Aujourd'hui, c'est un peu ça les grandes lignes de la roadmap. Ok, on va suivre ça avec attention du coup sur le premier semestre 2023. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement dans ce monde Web3? Si tu veux pas citer quelqu'un, parce que bon voilà, le Web3 c'est avant tout un mouvement collectif. Je sais pas, de manière générale, quelque chose qui t'inspire fortement dans ce secteur? Euh, alors, une personne, c'est vrai que ça va être compliqué. Tu me poses une sacrée colle. Déjà, il y a la globalité de l'écosystème. Donc l'écosystème global déjà que je vois s'impliquer vraiment et se creuser la tête pour déjà pour comprendre, construire et faire adopter ces nouvelles technologies. Tout ça, c'est très inspirant en réalité de toutes parts. Après, si vraiment je devais choisir quelqu'un, je te dirais Sébastien Borgé pour une raison simple, très courte. The Sandbox, il y a quelques temps, c'était simplement, entre guillemets, hein, un jeu mobile iOS, peut-être même Android. Et là, il y a eu un moment, il y a eu un pivot. Ils se sont dit, OK, là, on va devenir le mastodonte de la métaverse. Et je trouve ça ambitieux. Et je trouve que le pari, petit à petit, alors la route est longue, mais le pari est quand même tenu. Il y a d'autres acteurs qui existent que The Sandbox sur ce terrain-là. Et Sébastien Borgé, avec toute son équipe d'ailleurs, cofondatrice, ils ont eu une prise de, ils ont pris, enfin oui, ils ont fait une sacrée prise de position. Ils l'assument profondément. On le voit avec tous les partenariats qu'ils font en plus en ce moment. Et donc ça, je trouve ça osé, osé. Et en plus, ça commence à porter ses fruits. Donc ouais, je pense que Sébastien Borgé, c'est un bon exemple dans mon secteur. Ok, merci d'avoir pris le risque de citer quelqu'un. Effectivement, je sais pas comment il fait parce que j'ai l'impression il a le don d'ubiquité. Tu sais, il est partout en fait. J'ai l'impression que chaque jour il est dans un pays ou dans une ville différente. Donc ouais. Ouais. Euh, yes. Alors j'imagine que forcément t'es obnubilé par ce projet-là et tu le vis à 200%. Est-ce que tu m'en citerais un autre, pas forcément dans le domaine du gaming, mais voilà, ce serait quoi ton projet coup de cœur Web3 du moment et pourquoi? Écoute, j'en ai deux, en fait. Là, en ce moment, j'en ai deux que vraiment je trouve enfin, que je trouve très cool. Le premier, c'est The Big Whale. The Big Whale, c'est un média européen qui rentre de plus en plus dans le Web3 pour devenir un média Web3 et qui a une ligne directrice assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont compris très tôt que être un média indépendant, ça a un prix. Ils ont un business model qui est assez intéressant et là d'ailleurs récemment ils ont sorti une collection de NFT et je trouve que eux réussissent plutôt bien leur pari et j'apprécie beaucoup ce projet. Après le deuxième, la dernière fois je participais à une conférence et c'est là que j'ai découvert ce projet, c'est Retrib. Retrib veut révolutionner le paiement chez les commerçants en apportant une dimension donc à la fois technologique et Web3, un volet éco-responsable et un engagement communautaire que je dirais peut-être incontournable. C'est-à-dire ça fait partie, oui, ça fait partie du projet dans sa globalité. Et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir parce que il y a un insight que je vous partagerai
de ce qu'a compris Retrib. Retrib, ils disent, nous, on a compris que le truc qui énerve le plus un commerçant, c'est de rater une vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler une ville et là-bas, on va envoyer des étudiants avec des coupons de réduction en disant, bah voilà, j'ai un coupon de réduction Retrib pour, par exemple, chez le coiffeur. Et il dit, quand les commerçants vont voir que il y en a un, deux, trois qui vont venir dans la journée, il y a quelque chose qui va se passer pour que les gens s'y intéressent. Et cet insight, il est assez révélateur parce que pour pouvoir le sortir, celui-là, il a vraiment fallu réfléchir au problème. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que ces deux projets, pour moi, en ce moment, c'est mes projets coup de cœur et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Excellent. Merci du partage. On mettra les liens, bien entendu, dans le descriptif du podcast. Alors, on arrive à la dernière question déjà. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu vois le Web3 dans 10 ans, ou si tu préfères resserrer un peu le sujet, comment tu vois on va dire, le monde du gaming Web3 dans 10 ans? Alors, je vais répondre aux deux questions, en fait. Je, le premier sujet, c'est la question de la décentralisation de l'identité. Je pense que au début, ça a été très vendu. Et je pense que malheureusement, on s'éloigne. On s'éloigne et ça va être compliqué de complètement décentraliser l'identité. Je dis pas que c'est impossible, mais il y a on va dire que les gros passionnés et ceux qui s'y connaissent bien qui vont réussir à s'en sortir là-dedans, entre guillemets. Et je pense que la décentralisation de l'identité, on s'éloigne et ça devient un mirage. Euh, à 10 ans, je pense que le gaming et le Web3, même si pour l'instant, ils boudent un peu les deux, entre eux. Je pense que c'est un croisement incontournable. Voilà, je le vois pas autrement. Je vois pas comment. Je reviens à l'essentiel. Prenons un jeu vidéo, World of Warcraft. Si on était propriétaire de nos pièces d'or, de nos objets légendaires, etc., ça aurait changé une donne inconsidérable. Et donc, je pense que le croisement, pour moi, il est inévitable à 10 ans. Après, peut-être pour The Sandbox aussi, je pense qu'à 10 ans, The Sandbox a largement les capacités aujourd'hui, c'est peut-être pas comparable en profondeur, mais de devenir le prochain Roblox avec autant d'audience, autant d'engagement, mais à la différence qu'il y a un volet de propriété numérique qui sera existant sur The Sandbox. Et je pense que quand l'adoption de masse va commencer à se faire, là, va vraiment y avoir quelque chose. Et je vois The Sandbox être le mastodonte de demain sur sur ce marché-là, sur le marché de la métaverse, du gaming et de l'entertainment. Là, franchement, ça, je le vois bien. Je pense qu'on verra également aussi des nouvelles preuves émerger. Je te donne un exemple très rapide, mais là, récemment, on entend beaucoup parler du Proof of Reserve, donc qui pour prouver ton portefeuille. Donc j'imagine que là, voilà, on en est là. On a eu Proof of Work, Proof of Stake, on a eu celui-là, en tout cas celui-là qui arrive. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on va connaître d'autres tempêtes et qui vont donner lieu à ces nouvelles pratiques, disons ça comme ça. Je pense que sur Ether, donc vraiment sur la blockchain Ether, donc aujourd'hui on connaît la layer 1, qui est Ether forcément, la layer 2, par exemple Polygon, je pense fortement qu'on va connaître des layer 3 et des layer 4 qui vont s'ajouter sur les layer 4, pourquoi pas. Mais les layer 3, j'en suis quasiment convaincu, on va les connaître sur cette blockchain-là, parce que pour faire fonctionner tout cet écosystème que les builders sont en train de vouloir créer, à un moment, il va falloir aussi agir là-dessus. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura des layers 3. Ça me semble incontournable. Et le dernier point, j'en ai quand même un dernier, ça fait peut-être beaucoup, mais le dernier point, c'est, je pense que l'adoption massive, elle sera pas frontale. En fait, tout le monde n'installera pas un MetaMask, tout le monde n'achètera pas une Ledger. Je pense pas. Je pense un bon nombre de projets un bon nombre de projets vont fonctionner essentiellement par système de custody ou équivalent pour créer l'adoption de masse. Alors, si jamais le custody, c'est de dire que c'est pas l'utilisateur final qui détient son wallet, mais c'est l'entreprise émettrice du coup qui lui crée un wallet. Et je pense que très honnêtement, voilà, pour faire cette adoption de masse, on va devoir passer par là. Même si aujourd'hui les early adopters se disent, bah non, il faut être propriétaire de son wallet, tout ça.
Pour l'adoption de masse, je suis pas encore convaincu de ça. J'ai un doute. Je pense que le custody va être une bonne réponse pour ça. Ouais, et après, c'est tout. Ça fait déjà pas mal de choses, mais voilà comment je vois cet écosystème à 10 ans là aujourd'hui. Bah écoute, merci d'avoir d'avoir donné une vision aussi détaillée parce que c'est pas une question évidente. D'ailleurs, on sait même pas si dans 10 ans ce sera encore le Web 3. Il y aura déjà eu peut-être le Web 4 ou le Web 5, mais en tout cas voilà, t'as ouvert et de manière assez précise. Donc merci à toi pour cette contribution. Bah du coup, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Donc écoute, bah moi je me suis éclaté comme d'habitude. J'ai appris beaucoup de choses et je suis impatient bah voilà de suivre la suite de votre projet. Je vous souhaite bien entendu bah, le meilleur pour Soil the Kingdoms. Et puis bah écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci Romain, en tout cas merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous expliquer ce qu'était The Sandbox, ce qu'était Soul Kingdoms également. Et puis aussi voilà, le mot de la fin que je pourrais vous donner, c'est en effet n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Pour l'instant on n'est pas actif, mais le jour où on va l'être, je vous assure que c'est pas pour rien. Je vous invite également, si de l'autre côté de la barrière, vous êtes en train de vous demander est-ce que ça vaut le coup de commencer à créer sur The Sandbox, ma réponse va être oui. L'écosystème francophone a besoin de vous aussi. Non pas que le système international soit mauvais, mais ce serait cool d'avoir plus de francophones avec nous. Donc si vraiment vous hésitez, n'hésitez pas. Moi, je vous invite à commencer à créer. Et si vous avez envie de monter des projets sur The Sandbox, n'hésitez pas à candidater au Game Maker Fund. Voilà, et puis le dernier mot de la fin aussi, je souligne vraiment le travail que notre équipe fait. Ça fait 1 an qu'on prépare beaucoup de choses et on n'a rien lâché malgré le bear market. Donc je pense qu'on peut souligner ça aussi. Je les remercie vraiment pour tout le travail qu'ils font. Et voilà. Et merci Romain pour ton invitation. C'était un plaisir de réaliser ce podcast avec toi. Excellent, plaisir partagé. Le message est passé à bon entendeur du coup pour ceux qui souhaitent build sur The Sandbox. À très vite Mathieu et bonne chance pour la suite. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web 3.